Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver chaque semaine pour développer avec vous ce qui va marquer l'actualité américaine cette semaine et notamment parmi les faits qui marqueront cette semaine à Washington, en l'occurrence la visite d'Emmanuel Macron qui doit s'envoler demain, je crois, pour les États-Unis et qui doit rencontrer en milieu de semaine, j'ai vu la date de jeudi 1er décembre, une rencontre officielle avec Joe Biden à la Maison-Blanche pour parler de la politique commerciale des États-Unis, entre autres, j'imagine, Pierre-Yves, puisque Emmanuel Macron et les Européens découvrent que les États-Unis sont protectionnistes. Oui, on se demande un petit peu ce que faisaient les Européens au mois d'août. Peut-être étaient-ils tous à la plage. Parce que c'est au mois d'août qu'a été adoptée cette fameuse loi que les Européens semblent découvrir au mois de novembre, qui a été curieusement baptisée Inflation Reduction Act, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, et qui est la version à minima de la grande loi sociale visant d'abord à augmenter les dépenses sociales, ce qui a été peu le cas parce que les démocrates centristes n'ont pas suivi, et surtout à mettre sur la table d'énormes subventions, d'énormes aides et d'énormes crédits d'impôt pour aider l'économie américaine dans la transition énergétique. Alors, je suis peut-être un peu méchant, mais bon, c'est un peu le rôle du journaliste. Les Européens ont pleuré, non sans raison, parce que les Américains ont tardé à faire des efforts importants en matière de transition énergétique depuis des années. L'Amérique est un pays pétrolier, et puis Donald Trump ne croyait pas vraiment à l'urgence climatique. Et maintenant que les Américains mettent sur la table pas loin de 400 milliards de dollars pour aider l'industrie à créer de nouvelles filières, à rapatrier des chaînes d'approvisionnement, c'est la panique en Europe. C'est la panique en Europe parce qu'on s'aperçoit que l'Union européenne n'a pas les moyens de faire autant aussi rapidement. Et le président Macron ne manque pas d'arguments pour aller s'adresser à son ami Joe Biden et lui expliquer que les règles du libre-échange et le bon esprit de la coopération transatlantique voudraient que les Américains ne subventionnent pas trop leurs nouvelles filières industrielles parce que c'est une manière de détourner l'investissement mondial et de faire que beaucoup d'investissements en matière de transition énergétique qui auraient pu se faire en Europe se précipitent maintenant vers les États-Unis. C'est une forme de concurrence déloyale par l'incitation fiscale. Je doute que Joe Biden soit sensible à l'ensemble de ces arguments. Mais néanmoins, les Américains, enfin l'administration Biden a compris que c'était quelque chose qui préoccupait beaucoup la France, qui préoccupe énormément d'autres pays au sein de l'Europe, et des échéances très très rapides interviennent qui, l'espère-t-on du côté européen, vont peut-être pousser l'administration Biden à adopter une interprétation, disons, très généreuse à l'égard des Européens, de toutes ces nouvelles dispositions qui sont clairement établies pour favoriser le Made in the USA, l'industriel américain en particulier. C'est le plus urgent, les crédits d'impôt aux acheteurs de véhicules électriques. Là, à partir du 1er janvier 2023, un premier crédit d'impôt de 3 750 $ sera accordé aux Américains qui achètent des véhicules électriques qui seront soit assemblés aux États-Unis, et puis comme on est généreux avec le Canada et le Mexique qui sont dans la zone de libre-échange, on a inclus ces deux autres pays. En revanche, ça veut dire que tout ce qui viendra du Japon, de Corée du Sud ou d'Europe ne pourra pas profiter de cet avantage fiscal important. C'est une grosse source d'inquiétude pour les industriels de l'automobile en Europe et en Allemagne en particulier, puisque la France n'est pas directement concernée, bien qu'Emmanuel Macron ait décidé de monter au créneau au nom des intérêts européens. Sachant que depuis l'ère Trump, les constructeurs allemands, certains d'entre eux ont quand même anticipé qu'il y avait peut-être un intérêt à être présent industriellement parlant sur place aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises, je crois que BMW a sa plus grosse usine mondiale aux États-Unis. En tout cas, il manque pas non plus de capacité de production sur le territoire américain. Tout à fait. En gros, la moitié de la production automobile sur le territoire américain émane de marques qui ne sont pas des marques originellement américaine. Nissan, Toyota en particulier, le numéro 1, mais c'est vrai aussi de Honda, c'est vrai de BMW et de Volkswagen, de Nissan.
Leurs investissements ont été considérables depuis les années 80 et leurs investissements se sont accélérés au cours des dernières années et c'est particulièrement mal vécu pour eux de voir qu'en dépit des dizaines de milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois américains sous la responsabilité de ces firmes non américaines, l'éligibilité à ce qu'il y a de plus juteux dans les incitations fiscales pour la transition énergétique et pour la création de cette nouvelle filière électrique, eh bien, l'essentiel de ces incitations fiscales, du côté consommateur en tout cas, risque de leur échapper. Il y a un deuxième crédit d'impôt qu'il est moins urgent du point de vue européen de corriger, mais qui sera beaucoup plus compliqué à corriger. Il est également de 3 750 $ et il couvre cette fois-ci l'origine et le contenu des batteries, qui sont bien sûr un élément fondamental dans une automobile électrique. Et là, l'intention du législateur est très clairement d'interdire en gros tout ce qui vient de Chine et accessoirement de Russie et, pour faire bonne mesure, d'Iran. Les seules exceptions à ces principes-là ont été accordées aux pays qui ont des zones de libre-échange avec les États-Unis, comme par hasard. La Corée du Sud et le Japon ont signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Donc les Européens seraient doublement pénalisés par ce volet particulier du plan de Joe Biden, baptisé curieusement Inflation Reduction Act. Bon, très intéressant. On verra ce qui ressort effectivement de cette rencontre et de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis et cette rencontre prévue avec Joe Biden cette semaine à la Maison-Blanche pour la France et pour l'Europe dans son ensemble. Quels sont les gages ou les gestes politiques que Joe Biden pourra faire vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de l'Europe sans dénaturer évidemment le fondement et la stratégie derrière ce package IRA qui a été passé, vous avez bien fait de le rappeler, au cours du mois d'août, Pierre-Yves. Autre sujet très intéressant qu'on peut aborder avec vous aujourd'hui, Pierre-Yves, on parle beaucoup de l'immobilier américain pour dire que la baisse est déjà importante, mais il faut regarder également les bouleversements qui ont été liés sans doute au Covid et à toutes ces conséquences qui sont encore visibles aujourd'hui. Les centres-villes américains sont désertés désormais, vous dites, Pierre-Yves, alors par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid, j'entends. C'est assez frappant si vous ne vous êtes pas rendu aux États-Unis depuis 3 ans, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup moins de monde dans le cœur des villes. C'est vrai à Manhattan, mais c'est vrai à Washington, à Philadelphie et à San Francisco. Il y a quelques manières de mesurer cela et de le quantifier de manière assez facile. D'abord, c'est le trafic de passagers dans les métros et dans les transports en commun. Il manque 40 à 50% du volume antérieur au Covid. Il y a également le taux d'occupation effective des locaux de bureaux qui sont loués, donc, où les locataires payent encore des loyers, mais qui sont pratiquement à moitié vides encore aujourd'hui parce que les Américains se sont habitués au télétravail et n'ont pas repris les habitudes antérieures au Covid. Alors, si on veut affiner un petit peu les choses, on se rend compte que, curieusement, le lundi et le vendredi, il y a encore moins de monde. On est en dessous de 30% dans beaucoup de grandes métropoles américaines de taux d'occupation effectif des bureaux loués, sur une moyenne qui approche 50% dans l'ensemble. Avec des exceptions régionales que j'ai trouvées très intéressantes. Si on prend les 10 plus grandes métropoles américaines, on s'aperçoit que les 3 premières à continuer d'assurer un taux d'occupation effective des bureaux loués sont au Texas, Dallas, Houston, Austin. Pourquoi ? Probablement en grande partie parce que le gouverneur du Texas avait adopté pendant les confinements du Covid une politique extrêmement stricte en refusant, par exemple, que la vaccination soit rendue obligatoire comme condition d'accès au lieu de travail. Donc, comme le Texas a été moins en pointe sur la pratique du télétravail, ces habitudes ont été relativement moins populaires au Texas, de fait, et on sent aujourd'hui au Texas, dans les plus grandes villes en tout cas, que les vieilles habitudes antérieures au Covid sont encore présentes. Il y a deux exceptions qui m'ont frappé aussi. Le taux d'occupation des bureaux loués est supérieur dans les grands cabinets d'avocats.
par rapport, par exemple, à d'autres sociétés de services comme la comptabilité. Comme quoi, dans les law firms, on continue d'avoir très très peur de la pression que peuvent exercer les associés. Et il y a une autre différence intéressante, elle frappe les générations. On s'aperçoit que la génération de plus de 50 ans est largement revenue travailler dans son bureau, alors que la génération des moins de 30 ans continue de privilégier le télétravail. Alors tout cela a des conséquences énormes sur les restaurants et les autres commerces qui dépendaient de la forte fréquentation des centres-villes, des conséquences, on vient de le dire, sur l'équilibre financier des métros et des trains de banlieue, et bien sûr pose des problèmes sur ce qu'un employeur doit faire en matière de location de bureaux. Est-il temps de résilier le bail? Et cela se produit de plus en plus, par exemple à New York, où maintenant, de plus en plus de grandes sociétés, en particulier dans la technologie, ont décidé de réduire leur empreinte et de louer moins de bureaux et cherchent des sous-locataires pour réduire leur empreinte. C'est quelque chose qui va clairement avoir un impact sur le secteur immobilier commercial aux États-Unis, où maintenant le taux d'occupation des bureaux, alors là on ne parle plus des bureaux loués, est tombé à 19% en moyenne nationale. Il était à 90% avant la crise du Covid. Quel bouleversement, hein. Derrière la baisse des prix, il y a bien tous ces bouleversements dans la consommation d'immobilier, je vais le dire comme ça, qui se matérialise plus de 2 ans maintenant après la grande crise sanitaire. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous en direct, correspondant américain chaque lundi avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et que vous retrouvez évidemment en replay chaque jour sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.